L'actualité de la semaine, mesdames, messieurs, nous sommes là pour en parler dans votre rendez-vous de chaque dimanche, Info 7. Vous le savez très bien, constat sur la rareté du carburant, qu'est-ce qui se passe en République démocratique du Congo, particulièrement dans la capitale de la RDC. Nous allons en parler dans ce magazine et nous parlerons également de la situation avec la Commission électorale nationale indépendante. Élection 2023, est-ce que le temps qui reste va permettre à la CENI d'organiser des élections dans le respect de la Constitution? C'est une question certainement que vous vous posez. Et notre invité est déjà sur ce plateau. Ce n'est pas pour la première fois qu'il vient dans votre magazine Info 7. Et c'est un habitué de ce rendez-vous de chaque dimanche. Patrick Eyalé, éditorialiste, c'est bien lui, notre invité de ce dimanche. Bonsoir. Bonsoir Noël. Patrick Eyalé, comment tu vas? Comment ça se passe avec ton métier en tant qu'éditorialiste en RDC? Ça va, ça va. C'est quelque chose de pas, je dirais, évident et facile. C'est-à-dire quand on a des opinions qu'on affiche, qu'on assume, que l'on défend, on a droit souvent à des colibés, à des attaques ad hominem des personnes qui ne partagent pas votre façon de voir les choses. Vous vous en sortez quand même? Oh, vous savez, si on devait s'en faire à chaque fois qu'on subit une critique, si la critique tuait, pour remplacer l'expression, si le ridicule tuait, bah, des gens comme nous, on serait déjà 6 pieds sous terre. Mais qu'à cela ne tienne, Dieu merci, que la critique... Vous avez des nerfs solides. Bon, très solides même. Oh, il y a parfois des critiques qui font pas mal, mais qui font peine. Quand tu regardes le profil de la personne qui critique, tu te dis, mais celui-ci, parce que c'est au niveau virtuel, quoi. Tu te dis, celui-ci dans le monde réel, il ne veut pas s'asseoir en face de moi et faire un débat pendant 2 minutes. Mais comme quelqu'un, je ne sais plus qui a dit, les réseaux sociaux ont donné l'accès à toute espèce de librius, de sortir des choses, voilà. En tout cas, là, vous avez raison. Hein. Parfois, il y a des gens qui vous attaquent et lorsque vous regardez, effectivement, vous posez trop de questions. Mais est-ce qu'il y a moyen de réglementer ces secteurs? Non, c'est quasiment impossible. Ce n'est pas un truc spécial RD congolais. J'ai l'habitude de visiter aussi ce qui se dit dans certains réseaux sociaux d'autres pays. La violence, elle est partout. Elle est partout. On aurait tendance à croire qu'elle est même, je dirais, qu'elle se transporte, qu'elle est contagieuse. Non, cette violence verbale, vous la retrouvez un peu partout. Mais sauf qu'ici, c'est vrai, ça a des niveaux d'une vulgarité et d'une bassesse. Voilà, il y a des gens qui sont incapables d'argumenter. Et non que pour argument, le sarcasme, les sibylles, voilà. Parfois, on a juste besoin, comme le disait M. Caméré, pièce contre pièce, on a juste besoin, argument contre argument. Pas besoin d'aller dans les caniveaux, dans les attaques personnelles. Non, mais malheureusement, il y a ces gens qui n'ont, je dirais, rien sous la ceinture et rien dans le cerveau. Mais il y a quelqu'un qui disait que c'est aussi important, une façon de lutter contre ce genre de choses dans les réseaux sociaux en RDC, c'est doter le pays d'une loi numérique. Je ne sais pas comment ils vont y parvenir parce que il y a des gens qui utilisent des faux profils, il y a des gens qui utilisent des comptes anonymes. Comment vous réglementez ça? Moi, je vois aujourd'hui parfois, et c'est souvent des personnes qui ne s'assument pas, qui ont des identités autres que leur vraie identité, qui s'adonnent à, je dirais, à ce que l'on dénonce. Vous réglementez ça comment? Non, c'est difficile. C'est très difficile.
vous pouvez arriver à condamner une personne qui s'est assumée avec un identifiant correspondant à son identité, mais vous faites quoi avec les pseudos? Vous faites quoi avec les comptes, les fake comptes? Vous faites comment? C'est... Donc, nous sommes habitués ou nous sommes appelés à vivre avec ça, comme ça? Non, c'est parce qu'on n'a pas, je ne pense pas qu'on est suffisamment outillé pour faire une traçabilité et remonter à l'auteur d'une publication, d'un tweet qui sera diffamant ou bien qui violerait les lois. On n'a pas suffisamment d'outils. Je sais que dans d'autres pays plus avancés, plus développés, oui, on peut mettre la main, même si vous avez un identifiant qui ne correspond pas avec votre identité, à travers un IP, on peut vous géolocaliser. Mais est-ce qu'on a les outils pour ça ici? Est-ce que la RDC a ces outils? J'en doute. Patrick Eyalé, vous suivez de près la situation sociopolitique de l'heure en République démocratique du Congo. Quelle est votre analyse aujourd'hui? De la situation socio-économique. Sociopolitique, économique de l'heure en RDC. La situation socio-économique, elle est morose. Elle est morose. Il y a beaucoup de causes qui expliqueraient cela. Il y a des causes exogènes, mais on ne doit pas que mettre comme paravent ces causes exogènes. Il y a aussi des causes endogènes, des politiques qui sont parfois illisibles. Voilà, des options qui sont parfois, je dirais, pas bien réfléchies, pas bien pesées. Cet ensemble fait que la situation socio-économique, au-delà du poids de la situation économique mondiale, mais les options, les décisions, les lenteurs, les pesanteurs que l'on observe ici dans la conduite de certains projets, de certains dossiers, font que la situation socio-économique est difficile. Est-ce que peut-on dire aujourd'hui que c'est vraiment difficile par rapport à l'ère passée? Quand je parle de l'ère passée, je vois l'ancien régime de Joseph Kabila, parce qu'il y a des voix aujourd'hui qui s'élèvent pour réclamer même le retour de Joseph Kabila. Très belle question. Je vois parfois des gens faire la comparaison. Qu'est-ce que ce régime a fait en 3 ans? En présentant, c'est que le régime de Kabila a fait en 18 ans. Je ne sais pas si ces personnes font fonctionner correctement leurs neurones. Ou bien, j'ai la nette impression qu'ils ont donné des vacances prolongées. Parce que si vous en arrivez à faire une comparaison d'un bilan d'une personne qui a 18 ans et d'une personne qui a 3 ans, c'est déjà, je dirais, un échec pour la personne qui a 18 ans. Parce que si on met dans la balance, c'est déjà un échec. On n'est pas sévère vis-à-vis de Kabila par rapport à ce qu'il a fait ou qu'il n'a pas fait. On est sévère envers lui par rapport au temps qu'il a eu. Dans les 18 ans. Et ce qu'il aurait pu faire en 18 ans. La somme des 18 ans et la production des 18 ans, c'est juste incroyable que des gens défendent cela. Il a eu 18 ans pour mettre le pays dans les rails, pour mettre le pays au même diapason que les pays aujourd'hui qui sont en train de construire des autoroutes, qui sont en train de construire des TGV, qui sont en train d'acquérir. Tiens, j'ai fait une comparaison entre ce qu'a produit M. Mobutu et ce qu'a produit M. Kabila. Cette réflexion est venue lors de la venue de l'équipe de Maroc, parce que il y a une polémique comme quoi l'équipe de Maroc, la délégation qui en était suivie, il y avait une flotte je crois 8 ou 9 avions. Je me suis dit, mais tiens, M. Mobutu, qu'on a eu à crucifier, qu'on a eu à chasser par les armes, je parle là du régime AFDEL, CPP, PPRD, parce que c'est la continuité, M. Mobutu a laissé une flotte aérienne. On avait des avions, pas des avions de 7e main, comme nous l'a légué M. Matata. M. Matata... C'était quel genre d'avion? On avait, madame, on avait des avions qui rivalisaient avec les avions des compagnies aériennes étrangères. Et quand je dis étrangères, je parle des pays comme la Belgique, je parle des pays comme la France. On avait une flotte aérienne conséquente. Et pas que ça. Quand je regarde ce qu'a été la production en termes de réalisation de Mobutu,
et que je regarde ce qu'a été en termes de réalisation, la production de M. Kabila, et que j'entends... Il n'y a pas match. Il n'y a pas match. Il n'y a pas match. Mobutu, bien qu'ayant péché par la mégestion, par le clientélisme, par le bâillonnement de l'état de droit, mais Mobutu était un bâtisseur, Mobutu était un visionnaire, Mobutu avait l'esprit de grandeur. Quand je vois ce que Mobutu a réalisé dans son temps, la cité de la voie du Zaïre. Vous regrettez son départ? Le parc de l'Antsélé, là où les autres ont construit un parc privé pour eux. Mobutu nous a légué un parc de l'Antsélé. Est-ce que vous regrettez le départ de Mobutu? Je ne le regrette pas. Je ne le regrette pas parce que j'estime qu'il était arrivé à la fin de son cycle. Mais cette comparaison, je la fais pour... éclairer l'opinion, parce qu'il y avait un débat. Pour enlever les œillères auprès de ceux qui estiment qu'en termes de réalisation, Kabila a fait quelque chose. Non. En 18 ans, la somme de choses qui sont faites en 18 ans est maigre. Tenez, Savimbi est mort en 2002. Si vous regardez la progression qu'a connue l'Angola ces 20 dernières années, et vous regardez la ligne sinueuse, je suis même bien gentil, qu'a connu le Congo, on se dit, on a connu 20 ans de gâchis. Parce que ce qu'on en vit aujourd'hui chez les pays voisins, c'est des choses qui ont été préparées ces 2 dernières décennies. Ils ont eu le temps de mettre les choses dans les rails. Ils ont eu le temps de faire que ce que nous voyons aujourd'hui soit le fruit de ce qui a été préparé. Mais même aujourd'hui, en RDC aussi, ceux qui ont géré le pays, notamment le régime Joseph Kabila, a dit avoir laissé quand même la RDC sous le rail. Non, et qu'aujourd'hui, la situation s'est empirée. Non. La RDC laissée par Joseph Kabila est un canard boiteux. Je vais vous donner des exemples. Un jour, j'assistais au point de presse de M. Ngobila. Bien que sa façon de parler, les mots qu'il utilisait, m'a chopé un peu, mais ce qu'il disait n'était pas tout à fait banal. Et qu'est-ce qu'il disait? Il nous disait, ses propos survenaient après l'accident de Matadi Kibala. Il nous montrait comment on a laissé les gens construire dans des lieux où on ne peut pas construire. Des constructions anarchiques. On a laissé les gens construire sur des terrains marécageux. On a laissé les gens construire sous les lignes de haute tension. On a laissé les gens construire au bord des chemins de fer. Et tous ces gens-là, le gouvernement est appelé à les déloger. Mais si vous quantifiez le nombre de constructions illicites et dangereuses, vous n'avez pas l'idée. Il y a des quartiers entiers qui doivent être normalement rasés. L'État a laissé faire. Si on regarde aujourd'hui la situation vétuste de la SNEL, la SNEL a été laissée quasiment dans un état comateux, pour ne pas dire... Mais aujourd'hui, la situation avec la SNEL s'est empirée. Mais attendez, madame. Il fallait quand même chercher comment redresser le secteur. Non. Et aujourd'hui, en tout cas, la population... Avant de redresser, quand je dis que quelqu'un est dans un état comateux, il faut d'abord réveiller la personne. Ce qui n'est pas en train d'être fait. Non. Ce qui est en train d'être difficilement fait. Une nuance. Difficilement fait? Oui. Mais ce n'est pas la réalité sur terrain, parce qu'on nous a amené les projets 100 jours, qui devaient notamment donner espoir à la population. Le projet 100 jours, l'électricité était prise en compte. Le projet 100 jours, quelle que soit, je dirais, quelle que soit la vision qui pouvait être bonne, ne pouvait pas résorber la léthargie dans laquelle le pays était plongé. Même si le projet 100 jours était mené à bon port. Parlons du secteur d'électricité. Et que tout ce qui était prévu pour être fait
était fait, on n'allait pas sortir du bourbier. Pardon, on n'allait pas avoir une compagnie aérienne en 100 jours. On n'allait pas avoir des bateaux de pêche. Parce que... Mais on allait quand même avoir des signaux forts. Pardon, parce qu'il y a des gens qui reprochent... On allait avoir des signaux forts. Pardon, on allait tout doucement avoir une espèce de crépissage dans une maison où tout était à refaire. Alors que l'on sait, pour qu'une maison soit viable, vous savez, en un mot, parce qu'on doit prendre le premier dossier. Non, je vais faire une illustration, je vais essayer d'imager. Vous savez, il y a une expression qui dit en lingala, je peux avoir la prétention de venir ici, de voir que ça sonne quelque part, de dire que maintenant, combien ces gens sont négligents, il suffirait de mettre un peu de mastic et l'affaire est réglée. Mais je le dis par prétention parce que je ne connais pas l'ampleur du dégât. Mais une fois installé, je peux me rendre compte que non, ce n'est pas question de mastic. Il faut enlever toute la toiture. Parce qu'on a essayé de colmater, ça n'a pas suffi. Donc il faudrait maintenant refaire les travaux, enlever la toiture et recommencer de bout en bout. Et je crois que c'est la situation du Congo. Malheureusement, il faut le dire, le président aussi actuel ne s'y est pas bien pris. Il faut le dire aussi. Félix Tshisekedi n'a pas fait un bon casting? Il n'a pas fait, je dirais, le bon diagnostic. Et quand vous ne faites pas le bon diagnostic, les remèdes que vous amenez ne vont pas donner satisfaction. C'est pourquoi ça risque d'impacter négativement sur le deuxième mandat? C'est pour cela, alors qu'il lui fallu une thérapie de choc, je vais prendre quelque chose d'assez imagé en termes de médecine, on nous a donné des efferalgans pour un peu essayer de calmer. Ce sont des calmants. Les calmants n'ont pas vocation à soigner la maladie, à guérir l'infection. Le président a cru qu'en donnant des calmants, ça pouvait régler la situation. Non, le pays dans l'état dans lequel il était, on n'avait pas besoin de calmants. Il fallait des décisions fortes. Il fallait des mesures fortes. Malheureusement, le président n'a pas pris, à mon sens, mesure de tout ceci. Madame, Messieurs, prenons à présent le premier dossier de votre magazine Info 7. Nous allons parler du carburant. Qu'est-ce qui se passe dans ce secteur des hydrocarbures? Du carburant ces derniers temps dans la ville de Kinshasa est devenu un casse-tête. En effet, nous sommes dans la commune de Kinshasa. La station Formula 6 avenue Rwakading, il n'a pas eu de vente de carburant en dépit d'une longue file d'attente. Même exercice sur l'avenue Kigoma dans la commune de Lingwala. Des véhicules se présentent sur place pour s'approvisionner en carburant. Les vendeurs disent être dans l'incapacité de satisfaire leurs clients car ils n'ont plus de stocks. Quelques chauffeurs et motocyclistes expliquent leur désarroi. Signalons que d'autres stations de service sont saturées par la présence d'un nombre important de motocyclistes. Le carburant est devenu rare parce que certains pétroliers disent qu'il y a hausse de prix. La population en appelle au gouvernement à résoudre ce problème parce que les transports en commun est devenu de plus en plus difficile pour vaquer à des occupations. C'est au sortir de ces assises que le président du groupe professionnel des distributeurs de produits pétroliers, Charles-Nico Bassalé, a fait le résumé de cette réunion urgente. Ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment donné, les stocks étaient très bas et nous n'avions pas de visibilité. Et donc, apparemment, l'information a circulé, il y a eu un peu de panique en ville. Et donc, les clients se sont précipités sur les points de vente. Il y en a qui ont fait du stock et donc ça a tari les stocks dans les stations. Mais ce problème-là, il est un peu dépassé. Il n'y a donc pas pénurie de produits pétroliers, a-t-il renchéri? Je confirme, il n'y a pas de pénurie, en tout cas pas aujourd'hui, parce que nous avons suffisamment de produits pour livrer le marché.
Donc il n'y a pas d'inquiétude. Présent à cette réunion autour du ministre Didier Boudimbo, les directeurs généraux des entreprises pétrolières, Engen et Sonaidroc, ont à leur tour rassuré sur la livraison de ces produits dans leurs stations respectives qui proviennent de Mwanda dans le Congo central. Cependant, la rareté du carburant à la pompe a occasionné l'augmentation du prix de transport en commun. D'entrée des jeux, le ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya, a relevé l'impact de la guerre en Ukraine sur l'économie congolaise. La guerre en Ukraine impacte tous les pays du monde. Et la situation que nous avons observée ces derniers jours en République démocratique du Congo en est une des conséquences, et ce n'est que le début parce qu'on n'a pas encore fini d'imaginer l'ampleur ou les conséquences de cette crise qui paralyse aujourd'hui les transactions au niveau mondial, parce que vous savez que la Russie, c'est un pays parmi les premiers producteurs de pétrole. Ça veut dire que nous aussi, nous avons des problèmes en termes d'accès à ces ressources. Pourtant, le carburant, a-t-il dit, a toujours été subventionné par le gouvernement. Le carburant est un des secteurs parmi les plus subventionnés par le gouvernement de la République démocratique du Congo. À chaque litre que vous achetez, le gouvernement prend 40% de la charge. 40% de la charge pour protéger les pouvoirs d'achat des Congolais. Précision du ministre des hydrocarbures. Depuis un bon moment, le litre coûte 2100 francs congolais, mais si on devait voir par rapport à la réalité des prix sur le marché, le litre devait coûter 3485 francs congolais, donc l'écart est de pratiquement 66%. Donc l'État congolais met 1400 francs congolais à chaque litre acheté à la pompe. Si on doit calculer sur notre consommation qui est à peu près de 60 000 mètres cubes, donc 60 millions de litres, on est à peu près à 42 millions de dollars le mois, si je ne me trompe pas. Didier Boudimbo note que la RDC n'a pas encore connu un problème de stock, mais il faut changer de comportement à la pompe. On a pu résoudre le problème de ce week-end et actuellement, au niveau des stations, on n'a pas de problème. Le seul souci, comme je le dis, nous devons changer maintenant notre façon de vivre. Il ne faut pas que les gens se ramènent avec des bidons pour prendre 1000 litres, 500 litres, non. Ça, on ne va pas accepter ça. Il faut que les gens puissent se servir d'une façon assez modérée, de façon qu'on ne retombe pas dans ce qui s'est passé ce dimanche. Un navire de 25 000 tonnes était déjà arrivé en RDC. Un autre de 17 000 tonnes va arriver d'ici la fin de la semaine, a annoncé le ministre des hydrocarbures. Patrick Eyalé, les temps qui restent, est-ce qu'il y a possibilité pour le président de la République de se ressaisir? Je pense que 2 ans, c'est pas beaucoup. Mais dans 2 ans, ce que vous avez évoqué en termes de signaux forts peuvent encore être faits. Je pense là au projet 145 territoires, qui est un projet assez bien pensé et assez bien structuré. Si la structuration telle que présentée se matérialise sur terrain, je pense que ça sera plus qu'un signal fort. Donc tout dépendra de la matérialisation, parce que il vous souviendra que beaucoup de projets précédents ont souffert dans leur exécution. Donc la donne ici n'est pas dans les 145 projets de développement, parce que c'est bien pensé, c'est bien structuré, comme je l'ai dit. La donne sera dans l'exécution. Si l'exécution se fait consécutivement à ce qui a été préparé, je pense que le signal sera plus que fort. Aujourd'hui, il y a des personnes qui crient à l'incompétence de certains membres du gouvernement, Jean-Michel Samaloukonde, et vous parlez du projet 145 territoires. Est-il nécessaire aujourd'hui pour Félix Tshisekedi de penser déjà au remaniement pour que ce projet soit concrètement réalisé tel que prévu? Il revient au président d'estimer s'il est opportun ou s'il est nécessaire de procéder à un remaniement. Mais en ce qui me concerne, je pense qu'il y a des ministres qui ont montré leurs limites. Lesquels par exemple? Non, je ne vais pas entrer dans ce jeu-là. Je pense qu'un réajustement, un remaniement ne serait pas un luxe.
Ce ne serait pas un luxe? Ça ne serait pas un luxe, ce serait, je crois, peut-être fort à propos d'ailleurs. Parlons un peu de la situation dans le secteur des hydrocarbures. Qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, on assiste à la hausse du prix carburant, déjà à la station-service. Donnez un peu des éclaircissements à la population qui est en train de vous suivre. C'est vrai que le ministre du secteur s'est expliqué, mais la population n'est pas convaincue. La population n'est pas convaincue parce qu'il y a, je dirais, une propension à la désinformation. Une propension à établir dans le chef de la population une information qui tendrait à faire paniquer la population. Et c'est quelle information? Tout a commencé par cette rumeur qui affirmait qu'il y avait rupture de stock. Ce n'est pas une vraie information? Ce n'était pas une vraie information. Et pourquoi l'engouement qui a connu Kinshasa lundi? Et ce qui est dommageable, c'est que ces genres d'informations sont répandues par des chevaliers de la plume, par des gens qui sont censés d'abord apporter l'information. Censés d'abord apporter l'information avant de conjuguer d'autres attributs de la profession du journaliste. Mais pourquoi l'engouement là que nous avions vu dans les stations de service lundi, et parfois il y avait même des stations qui n'arrivaient pas à servir les clients? Il y a une différence entre rupture de stock et un problème d'approvisionnement. Le journaliste est censé, avant de distiller l'information, aller à la source. Aller à la source. Et s'ils avaient fait ce travail, ils allaient constater qu'il y a bel et bien. Mais lorsque la source ne donne pas l'information et que le journaliste a une autre information, c'est pas souvent facile d'entrer en contact avec le ministre. Vous avez balancé l'interview donnée par le DG de Engen, par le DG de Total. Mais ces personnes dont je parle, malgré que ces informations ont été données de la manière la plus claire, ces personnes se sont évertuées à continuer dans la manipulation de l'information. Alors que... Et c'était dans quel but? Mais, madame, on sait tous que... On sait que la tête du ministre du secteur est recherchée. Au-delà de ça, c'est une information, c'est même pas une information, c'est quelque chose de plus vrai que vrai. Parce que ça n'a pas commencé là. On a d'abord voulu l'attribuer le fait que les stations-service qui étaient implantées ça et là étaient de son fait. On a même dit que c'était de l'incompétence. Alors que, il ne lui revient pas, il ne lui appartient pas de donner les autorisations des bâtir de stations. Et qui donne ces autorisations? Ces autorisations sont concomitamment données par le ministère de l'Habitat et par le gouvernorat. Le ministre des hydrocarbures n'a que comme compétence d'attribuer le permis de commercialisation. Mais pour le besoin de la cause, on a voulu l'imputer le fait qu'il y a des... Donc il a également aussi une part de responsabilité. Non. Lorsqu'il lui revient déjà de donner un document. La compétence est d'attribution. Le ministre donne le permis de commercialisation du produit pétrolier. Point barre. Il se limite là. Il se limite là. C'est le ministre de l'Habitat qui fournit le permis de bâtir. Il faut que la nuance et que les compétences des uns et des autres soient établies. Maintenant... Mais par rapport au dépôt de carburant, vous allez continuer, mais par rapport au dépôt de carburant, parce que nous avons vu un dépôt qui a pris feu à Kinshasa et ça a posé des dégâts matériels. Là, la responsabilité du ministre est établie. Vous faites bien de me relancer sur ce sujet. Ça me permet de revenir un peu encore sur ce que je disais, sur l'état dans lequel le pays a été laissé. On a permis aux gens d'avoir des dépôts dans des lieux résidentiels. Et cela remonte à des décennies. C'est des situations que le ministre a trouvées. C'est les situations que le gouvernement a trouvées. C'est les situations que le président de l'actuel a trouvées. Pour résumer un peu sa célèbre phrase, Mboke Koufa. Parce que dans un pays normal, on ne pouvait pas concevoir qu'il y ait des dépôts de carburant dans des lieux d'habitation. Mais ces gens qui ont ces dépôts-là, ça fait des décennies qu'ils les ont. Mais les ministres pouvaient quand même prendre une décision aussitôt venue et qui s'est imprégné de la situation dans son secteur. Non. Il y a des décisions que l'on prépare. Il y a des décisions
qui sont impopulaires, qu'il faut les prendre, mais des décisions qu'on doit préparer. Il y a eu des moratoires, il y a eu des sommations. Parce qu'on ne pouvait pas du jour au lendemain se déployer et fermer tous ces Mais dépôts. il l'a quand même fait après l'incendie. Il a pris quand même une décision courageuse. Vous faites bien de dire qu'il a pris une décision courageuse. C'est une décision courageuse qui... Mais il pouvait bien le prendre aussitôt arrivé. Non, madame, vous savez, il faut parfois faire, comment je vais dire, l'équilibre entre la situation sociale et l'impérieuse nécessité de prendre ce genre de décision. Il y a un équilibre à faire parce que c'est toute une économie informelle et parallèle que vous n'allez pas du jour au lendemain enlever. Il faut faire cet équilibre. Parce que ces gens, pour la plupart, ils payent même des taxes. Mais il l'a fait au lendemain de l'incendie, non? J'ai dit qu'il fallait tenir et qu'il faut continuer à tenir compte de l'équilibre de la paix sociale et de l'impérieuse nécessité de remettre de l'ordre. Ces deux mécanismes doivent aller ensemble. C'est un peu comme on dit, la carotte et le bâton. Il a fermé parce que il y a des dépôts qui obligatoirement devaient être fermés. Mais ce ne sont pas tous les dépôts qui sont fermés. Il y a des dépôts, les dépôts qui ne répondaient pas aux normes. Il y a des dépôts à qui on a donné des moratoires. Il y a des dépôts où les conditions ne sont pas réunies. Les dangers pesés. Le danger est là. Et il y a encore une situation aggravante. C'est-à-dire le produit stocké est un produit de contrebande, est un produit de très mauvaise qualité. Et il y a aussi d'un côté, les conditions ne sont pas réunies, mais les produits ne souffrent pas de qualité. Il faut que tout cela soit mis dans la balance, dans la hiérarchie de la décision. Donc le ministre a tenu compte de toutes ces pesanteurs Voilà. avant de prendre cette décision. Voilà, la décision ou les décisions sont graduelles. Il y a aujourd'hui une équipe, une brigade de Task Force Hydrocarbures qui a été mise en place, qui est en train de récolter toutes ces informations et au fur et à mesure, au degré de dangerosité et de viabilité, les décisions seront prises. Maintenant, par rapport aux stations-service. Le ministre, dans sa compétence, qu'est-ce qu'il peut faire? Ce qu'il peut faire, c'est de ne pas renouveler les permis de commercialisation. Parce que ces permis ont un délai. Et pratiquement, c'est combien de temps? Ça dépend. Il y a ça dépend. Il y a des permis qui sont donnés pour une année, pour 3 ans, pour 5 ans. Donc, ce que le ministre s'est résolu à faire, c'est que, selon ce que j'ai appris, il a résolu de ne pas renouveler les permis des stations. C'est quand même une décision. Des stations qui sont, je dirais, situées dans des endroits qui ne sont pas recommandables. Maintenant, pour revenir à la question... À la hausse de prix. Non, d'abord, la compétence du ministre réside dans le fait que le ministre doit veiller qu'il n'y ait pas rupture de stock et que le produit... Ça, c'est en rapport avec le carburant. En rapport avec le carburant et que les produits de consommation des hydrocarbures respectent les normes. C'est ça sa compétence. Et sur ce point-ci, malgré qu'il y a eu une forte proportion des informations, le ministre a voulu que ça soit les pétroliers eux-mêmes qui rassurent. Voilà pourquoi il est descendu sur le terrain. Et vous avez entendu les propriétaires des différentes stations, les majors en tout cas, Total, Angel, Kobil, ils ont pris la parole, ils ont rassuré qu'il n'y avait pas rupture de stock. Mais le vrai problème, c'est lequel? C'est lequel? Le prix du baril a pris de l'ascenseur. Il est passé de $70 à pratiquement $120. Donc, on devrait déjà s'attendre à un réajustement des prix? Dans plusieurs pays, je ne parlerai pas de l'Europe, des États-Unis, parce qu'on dira, voilà, je parlerai des pays africains. Vous prenez le pays comme le Kenya, le litre de l'essence est passé de $1,2 à 1,57. Vous prenez le pays comme l'Afrique du Sud, le litre est passé de 0,89 à 1,72 $. Même le Nigeria, qui est producteur de pétrole, a vu le litre de l'essence passer de 1,089 à 1,14. Et tout ça pourquoi? Et qu'est-ce qui est à la base de toute cette situation? Mais c'est des choses qui ne demandent même pas à ce que l'on s'étale. C'est la situation de la Russie. Qui impacte maintenant certains pays. Qui impacte sur plusieurs points. Mais là, nous sommes sur le point du carburant. Il n'y a pas que le carburant. Mais comme nous sommes sur le point du carburant, ça a un impact considérable. Pas que en Afrique. Même dans les pays occidentaux, il y a eu hausse du carburant. Maintenant, le problème, c'est lequel?
Le prix moyen, le prix moyen frontalier, comme on le dit, a haussé. Normalement, si on veut appliquer ce prix, le litre doit normalement coûter, comme l'a dit le ministre dans le reportage, 3500, si je vais arrondir. On devra passer de 2100 à 3500. Mais depuis 2009, si ma mémoire ne me trompe pas, le gouvernement a toujours subventionné, allais-je dire, le gouvernement congolais. Le gouvernement congolais, depuis 2009. Okay. Mais les pétroliers estiment que le gouvernement ne devrait plus subventionner et que le gouvernement devrait laisser... Ça, ce sont les pétroliers de la RDC. Les pétroliers. Ils aimeraient que le gouvernement laisse que le prix réel soit appliqué. Donc, soit 3500 francs. Ça, c'est la position des pétroliers. Ils aimeraient voir le prix de le gouvernement être appliqué. Ils aimeraient voir le prix réel être appliqué. Parce que le gouvernement a pris un peu de retard dans la paie de sa quote-part de la subvention qui est chiffrée à 1400 francs le litre. Et quand, selon ce que le ministre a dit, par mois, ça représente quelque chose comme 42 millions que le gouvernement doit payer mensuellement aux pétroliers pour le manque à gagner. Pour ceux qui n'ont pas suivi le point de presse, il y a, je dirais, une étude qui est en train d'être faite, à savoir, parce que quand on paye le manque à gagner, on paye le manque à gagner tant pour toi, tant pour moi, tant pour les autres, mais on paye aussi pour des grandes entreprises, pour les entreprises minières, pour les grandes entreprises brassicoles, qui sont des grandes consommatrices de l'essence. Alors que eux, ils ont les moyens pour acheter au prix réel. Le gouvernement est en train de voir avec les pétroliers sur la fonctionnalité d'extirper cette catégorie de grands consommateurs pour ne laisser que le petit peuple. Patrick, maintenant, encore, une chose à savoir, il ne revient pas au ministre des hydrocarbures de fixer le prix de l'essence. Et qui a la charge de fixer ce prix? Encore, question de compétence d'attribution. Cette compétence revient au ministre de l'économie. C'est lui qui a la charge. C'est lui qui est parti. Non, ici on ne parle pas en termes d'individu. On parle en termes du secteur. Du secteur, je dirais, du job description de chaque ministère. C'est le ministre, je ne dirais pas, c'est le ministre Kalumba, mais c'est le ministre de l'économie qui est en charge de la fixation du prix du pompe, du litre de l'essence. Donc c'est une commission qui s'établit entre le ministre des hydrocarbures, le ministre Patrick des Finances, Eyalé, c'est bien tout ce que vous avez étalé sur ce plateau, mais là où ça inquiète le Congolais, nous l'avons vu dans d'autres pays, on voit quand même, soit c'est le ministre, le Premier ministre, soit c'est le président lui-même qui fixe la population sur la situation que traverse le pays. Il fallait quand même s'attendre que la situation en Russie devrait impacter certains secteurs en RDC, mais pourquoi la communication du Premier ministre tarde? Parce que c'est le Premier ministre qui engage le pays. Bien que le président est là, mais c'est le Premier ministre. La communication tarde et c'est là que la population se pose des questions. Si cette communication était venue avant, je pense que les esprits devraient se préparer à bien accueillir cette situation qui est indépendamment de la République démocratique du Congo. Vous n'avez pas totalement tort. Il aurait été, ou il serait de bonne loi que le Premier ministre s'explique, que le Premier ministre rassure la population. Mais cela n'empêche pas que les ministres sectoriels prennent la parole. Et ils ont pris la parole. Moi, j'ai assisté. Mais la parole est intervenue à quel moment? Non. Ça aussi, c'est un problème. Il faut toujours préparer les esprits. Non. Il ne faut pas aussi que la parole publique soit comme, je dirais, le pain que l'on distribue. Gérer, c'est prévoir. Non, il y a une nuance. Il y a une nuance entre gérer, c'est prévoir et communiquer. C'est deux choses différentes. Parce que s'il n'avait pas prévu, on aurait une rupture de stock. Le gouvernement était prévoyant. Voilà pourquoi on n'a pas de rupture de stock de carburant.
Ça, c'est une chose. On n'a pas de rupture, mais jusqu'aujourd'hui, lorsque vous êtes dans des stations-service, c'est toujours débordé. Hein? Non. Ça, c'est une autre situation aussi. C'est une situation qu'on non. n'avait pas vécue la semaine passée. Cette situation est liée à deux pesanteurs. Lesquelles? D'abord, c'est que j'ai dit tantôt, les pétroliers veulent voir le carburant, le prix du litre du carburant. Ça, c'est la première... Donc, il y a une espèce de retention du produit. Ok. L'autre pesanteur, c'est l'inquiétude des consommateurs. Cette inquiétude fait que beaucoup de consommateurs achètent plus que d'habitude. Parce qu'ils ont l'impression que demain ou le surlendemain, il n'y aura plus de carburant. Donc, la plupart des gens qui ont les moyens veulent s'approvisionner pour faire des provisions du carburant. Voilà pourquoi il y a plus que d'habitude rupture dans les stations. Pas de stock, mais dans les stations. C'est dû... Et on se réveille un bon matin, c'est le prix d'une course de transport en commun qu'il y a aussi. C'est la spéculation. Mais une chose est sûre, attendons-nous certainement, comme dans d'autres pays, comme les pays que j'ai cités, à une hausse probable du prix du litre. Mais le gouvernement, la responsabilité du gouvernement dans cette situation, c'est pas comme aujourd'hui, ce matin, madame, la population s'élève et il y a hausse du prix. Non, madame, mais tout justement, le gouvernement... Pourquoi on ne peut pas toujours préparer la population avant de subir? Madame, ce n'est pas des décisions que vous vous réveillez le matin, vous appelez, vous signez, voilà, on doit augmenter. Non. Ah, donc la population doit toujours continuer à subir. Mais attendez, soit vous êtes au fait des circonstances qui conduisent à ces choses, soit vous n'êtes pas au fait. Je n'aimerais pas ici parce qu'on va dire, voilà, vous êtes tous dans la justification. Est-ce que vous prenez le temps un peu de regarder ce qui se passe ailleurs? Vous avez pris le temps de regarder ce qui se passe au Kenya, partout ailleurs par rapport à la situation du carburant? Mais ils ont été préparés. Qui vous a dit en Tanzanie, il y a eu quand même une communication officielle. Madame, s'ils ont été préparés, à quoi est dû les files d'attente qu'on a vu un peu partout en Afrique? Mais là, ils étaient préparés. Il y a eu une communication officielle. Mais ici, au Congo, pourquoi vous voulez toujours que la population subisse? Madame, préparé ou pas, on a vu dans plusieurs pays africains des files d'attente. Ah, ok. Ici, préparé ou pas, la population peut subir, alors que c'est elle qui donne le pouvoir aux dirigeants. Il y a eu pour moi même un excès de communication. Le ministre des hydrocarbures... Attendez, à quel moment? Le ministre des hydrocarbures a dès le lendemain, et même la veille, communiqué sur Top Congo. Permettez-moi de citer la chaîne. Dès 6 h du matin, il a communiqué. À 13 h 30, il était à la RTNC pour communiquer. Mais aussi, il y a eu des points de presse qui sont suivis. Pour moi d'ailleurs, le gouvernement a communiqué autant qu'il fallait, autant que faire se peut. Je peux comprendre que vous aviez besoin d'entendre le Premier ministre, ça c'est une autre chose, mais... Pas seulement le Premier ministre, mais une communication qui vient à temps. C'est ça le problème. Mais attendez, cette communication... On ne peut pas toujours voir cette file-là, voir ce genre de la queue, faire la queue après pour qu'une communication arrive. Qu'est-ce que vous attendez par une communication qui vient à temps? La communication vient quand il y a une désinformation. Du moment où il n'y avait rien pour s'inquiéter. La situation a commencé le dimanche soir. Déjà le dimanche, cette situation, on en parlait. Et tout le monde se posait la question, il y avait des communications qui venaient. Qu'est-ce qu'il y a eu le dimanche soir? Il y a eu un problème d'approvisionnement. Vous pensez que le gouvernement avait des boules de cristal pour savoir que la CEP avait connu un problème technique? Donc le gouvernement a avec lui des personnes qui voient dans le futur, qui pouvaient voir que la CEP... Le ministre du secteur doit être la première personne à être informée de ce qui se passe dans son secteur. Mais quand je vous dis que le lundi 6 h du matin, il était déjà en train de communiquer parce qu'on lui a donné la situation très tard la nuit. C'est pas un magicien. Quand le problème a survenu, renseignez-vous, à 6 h du matin, il est passé sur Top Congo pour rassurer qu'il n'y avait pas de rupture de stock. Et il a fait cet exercice pendant toute la journée du lundi. Patrick Eyalé, la situation est déjà là. Il y a hausse de prix aux stations-service. Est-ce qu'il n'y a-t-il pas moyen aujourd'hui, au regard de la misère que vit la population congolaise, pour le gouvernement d'essayer un peu d'alléger la tâche, bien que la situation est mondiale?
Mais il y a une misère, vous êtes conscient que la population souffre. Est-ce qu'il n'y a-t-il pas moyen pour le gouvernement d'intervenir? En quoi faisons? C'est une question que je vous pose. Oui, en quoi faisons? Et surtout qu'il y a hausse du prix du carburant et la population, pour certaines personnes, c'est pas facile. C'est pas facile. C'est pas facile. Par exemple, pour payer le transport aujourd'hui, peut-être que c'était à 500 francs et le prix qui revient à 1000 francs. Et alors qu'il y a une famille à nourrir, et ce qui n'est pas du tout facile pour plusieurs familles à Kinshasa. Donc, vous reconnaissez qu'au niveau mondial, partout les prix explosent, mais vous dites qu'ici au Congo, le gouvernement devrait faire tout pour que rien n'augmente. Alors que même dans les pays développés, vous pouvez vous renseigner, les prix explosent. J'ai posé la question, qu'est-ce que le gouvernement aurait dû faire? Parce que nous importons tout. Parce que ceci n'est pas le fait de la gouvernance actuelle. Renseignez-vous, madame. Les prix ont explosé partout. Partout. Mais vous nous dites, il fallait que le gouvernement fasse le magicien. Là où les prix explosent partout, il fallait, par populisme, dire ici que non. N'y a-t-il pas moyen? Il ne faut pas me faire dire des choses que je n'ai pas dites. Je dis, n'y a-t-il pas moyen? C'est pas possible pour le gouvernement. Mais c'est si pas possible, si c'est pas de la magie, il faut le dire. Alors il ne faut pas dire que c'est une contradiction à ce que je dis. Je dis, est-ce pas possible? Parce que ce sont les questions que les Congolais sont en train de se poser maintenant. Madame, mais n'est-ce pas possible? Justement, il revient à vous, à nous, journalistes, d'éclairer l'opinion, de préparer l'opinion. Il ne nous revient pas à nous de faire des fantasmagories, de dire non, voilà, ici au Congo on peut s'en sortir. Pendant qu'en Belgique, en France, partout, les prix explosent. Mais c'est criminel de notre part. Nous avons comme responsabilité d'expliquer les choses. D'expliquer, c'est vrai. Voilà pourquoi vous êtes là, c'est pour expliquer, éclairer l'opinion. Moi, je pose des questions que la population est en train de se poser. Certainement, vous êtes dans les réseaux sociaux, vous voyez comment les questions viennent de partout. Donc, il faudrait rassurer cette population qui se demande est-ce que les gouvernements, en cette période, ne peuvent pas faire quelque chose. Ben, si le gouvernement ne peut pas faire, il faut le dire. D'abord, normalement, cette question ne devrait pas se poser. Parce que vous allez me faire, vous allez me répéter, à moins de faire de la magie, je ne vois pas comment, dans cette crise mondiale, où les prix des biens et services explosent partout, là où on importe tout, on importe presque tout, même ce qu'on peut produire, c'est ça notre faiblesse. Parce que si on produisait, même si on produisait, le fait que les secteurs comme le transport est appelé à augmenter en termes de prix, ça impactera forcément les prix de consommation de première nécessité. C'est des notions basiques et simples en économie. Je ne vois pas ce que le gouvernement peut faire actuellement, à part, dans la situation comme du carburant, à redoubler d'efforts pour subventionner tant que faire se peut, pour que l'essence ne monte pas, pour que le prix n'augmente pas. C'est ce que le gouvernement peut faire. Mais au-delà de ça, comment vous allez... On n'est pas dans un pays communiste. Donc là, vous voyez que le gouvernement peut quand même faire quelque chose. Madame, Monsieur, prenons à présent le deuxième dossier. Nous allons parler de la situation qui a eu la semaine dans le Haut-Katanga. Affaire le Katangé et le Louba. Madame, Messieurs, c'est juste après ce dossier. C'est sur invitation du président de l'Assemblée nationale qui m'a saisi en tant que président de la communauté katangaise ici à Kinshasa de contacter nos collègues, donc disons, qui sont les élus de Lubumbashi, de la ville de Lubumbashi, de venir passer ensemble avec lui en revue la situation qui risque d'être très explosive au niveau, donc disons, du Katanga. Parce que vous savez très bien que pour le moment, il y a des agitations entre communautés. Il y a des agitations entre communautés, pas plus tard qu'avant-hier. Là, c'était un cas concernant l'UNAFEC, où les gens ne se sont pas entendus, tel groupe et tel autre groupe, qui a amené encore à des cas que nous déplorons.
Alors, nous sommes venus ensemble pour passer en revue avec le président de l'Assemblée et voir comment nous pouvons mettre fin à la situation qui risque de nous dépasser au niveau du Katanga, surtout au niveau de Lubumbashi, où nous avons, comme nous venons de le dire, un ensemble de toutes les populations qui viennent d'ailleurs, qui risquent d'être créées déjà comme Kinshasa. Ici, vous avez les autochtones et qui sont envahis par les uns et les autres et qui ne peuvent plus vivre ensemble parce qu'ils ne s'entendent pas. Alors, comme il y a des élus, nous en avons 15 ici, les élus de Lubumbashi, le président a demandé qu'il y ait une mission pour qu'on aille voir et les autorités, et les partis politiques, et les leaders, ainsi que les concernés même, que ce soit les Wewa, que ce soit donc, disons, l'ensemble des communautés qui vivent ensemble, pour voir d'abord épingler les problèmes qui se passent, et finalement savoir qu'est-ce que nous pouvons faire ensemble. Nous lançons seulement le message de paix et de réconciliation. Ils doivent s'entendre, ils doivent privilégier la paix. La guerre ne va nous amener nulle part. Nous savons déjà qu'au niveau mondial, les choses sont en train de changer avec la guerre de l'Ukraine et consorts, mais nous ne devons pas, nous déjà, commencer à anticiper sur les phénomènes qui risquent de nous coûter très cher. Bon, là, on doit plus interpeller les politiques. Parce que souvent, quand on s'approche des élections, une grande partie pousse la population des fois à la haine ou au tribalisme. Nous sommes dans une nation bénie où on est censé vivre ensemble. On se souvient la politique que Mobutu avait menée dans ce temps-là, à l'état, où on a eu à voir, par exemple, M. Conde Vilakikanda comme gouverneur à Goma. Et même pendant des élections, il a été voté. Ce qu'à dire aujourd'hui, c'est interpeller chaque Congolais. Nous sommes un peuple uni. Même notre hymne national le dit. Alors, nous ne devons pas céder à un sens non patriotique de certains dirigeants ou politiques qui cherchent à ce qu'on soit divisé. Et je demanderai à ceux qui ont la grâce de gérer pour le moment de veiller à cette situation pour que nous évitons encore les chaos. Parce qu'on a vu dans les temps, il y a eu massacre des Kassaïens toujours dans les Katanga. Alors, résoudre encore cela, ça sera une bonne chose. Parce que ce n'est pas le moment. Le moment aujourd'hui, c'est tous les Congolais, nous devons se mettre ensemble pour voir comment s'occuper de la situation que nous vivons à l'est de notre pays. Ce n'est pas le moment de nous entretuer. Ça, c'est ce que je demanderai à tous nos compatriotes. Patrick Eyalé, comment est-ce que vous avez accueilli le propos de Dominique Mounongo? Bon, ces propos ont été abondamment commentés. Moi, quand on m'a donné son CV, ça m'a pas étonné. Vous êtes allé voir même le CV? Bien sûr, généralement pour avoir de la matière dans la communication. Non, pour cerner quelqu'un, il faut faire parfois son profil psychologique, même psychiatrique. Ouais, c'est très nécessaire. Quand j'ai regardé, j'ai checké son profil psychologique et psychiatrique et son profil tout court, ça ne m'a pas étonné. C'est la fille de son père. Son père était un sécessionniste assumé. Point n'est besoin de rappeler à l'histoire. Donc vous n'êtes pas surpris? Point n'est besoin de rappeler à l'histoire que c'est pratiquement sous les mains de son père qu'a été assassiné sur le Lumumba. Donc, ces propos ne m'ont pas surpris. Par contre, j'ai cherché les réactions d'autres personnes, de son parti, les réactions des leaders d'opinion. Et quelle a été votre conclusion? J'ai été stupéfait par le silence assourdissant des personnes ressortissant de la province indexée qui font partie du parti Ensemble.
ces personnes-là, ils sont d'une rapidité, d'une promptitude pour intervenir sur les plateaux de télé, que je me disais que dans les secondes qui allaient suivre, on allait les voir partout. Je ne vais pas citer leur nom. Les gens qui sont ce qui n'est pas le cas. Les gens qui sont à la maison connaissent de qui je parle. Jusqu'aujourd'hui, je n'ai pas entendu. Je ne les ai pas entendus. Alors qu'ils étaient tout feu, tout flamme. Quand le président a sorti l'expression qui a suscité polémique de Machamo Menou, ils ont fait les plateaux, ils ont... Voilà. Et que pensez-vous de leur silence? Lâcheté. En un mot. Lâcheté. Encore lâcheté. Maintenant, il y a un monsieur du parti Ensemble, monsieur Kamitatou, pour ne pas le citer, qui lui a réagi dans un tweet. Il a apporté son soutien à la sécessionniste Dominique Mounongo. J'étais pas surpris de sa réaction. C'est le contraire qui m'aurait grandement surpris. Son soutien ne m'a pas surpris. Mais il y a également d'autres membres. Kamitatou est dans la suite logique du travail qu'il est en train de faire auprès de M. Katumbi. Je n'aimerais pas identifier ce travail-là, parce que les mots pour l'identifier sont des mots peu courtois. Et je n'aimerais pas l'étaler ici. Mais je n'en pense pas moi. Donc, une autre réaction a comparé les propos de Mme Mounongo. Elle dit, mais voyez-vous, comme monsieur, vous connaissez, c'est l'infortuné Jules Monniéré. Mais quand Jules Monniéré raconte les fariboles, tout ça, les balivernes, je dis, si vous comparez quelqu'un qui est assimilable à un saltimbanque, à un clown, à une députée de son État, si vous osez cette comparaison pour justifier les incongruités qu'a dites cette femme, mais vous êtes tombé bien par terre. Elle représente tout un coin, hein? Elle est à l'Assemblée nationale. Mais c'est une députée. Les gens ont osé pour la dédouaner, dire, mais voyez-vous, le fameux Jules dit aussi des choses assimilables. Mais est-ce qu'à l'état actuel de la RDC, on a besoin de ce genre de discours? Ces discours n'ont pas commencé par elle. Ces discours ont la peau dure. Elle n'est pas la seule. Mais elle n'est pas la seule. J'aurais dit quelque chose, mais ça allait incommoder. Ça allait incommoder quelqu'un, je me réserve. Quelqu'un m'a dit, mais la responsabilité n'était pas à elle. La responsabilité appartenait à celle qui posait la question. Mais je n'ai pas envie de répondre à cette question qui m'a été posée, bien que j'ai la réponse. Cela étant dit, elle n'est pas la seule à penser et à dire ce qu'elle a dit. Ensuite, on est suivi un truc qu'elle a sorti, que d'autres ont relayé, construisez chez vous. À la suite de cela même, une députée encore, que je n'aimerais pas citer, a parlé en des termes que jusqu'à aujourd'hui je n'arrive pas à cerner, à parler des Kassaïens qui sont au Katanga comme des immigrés. Mais que non, madame. Un immigré, c'est quelqu'un qui quitte un pays vers un autre, aller dans un autre pays. Si vous, avec toute la connaissance que vous avez, avec la qualité qui est vôtre, affirmez que le fait de voir des personnes d'une province aller dans une autre province, les appeler des immigrés. Un Congolais se sent chez lui partout, il s'y retrouve, non? Mais c'est tout à fait naturel. C'est moi. Mais aujourd'hui, Patrick Eyalé, on accuse aussi le journaliste d'être à la base de plusieurs dérapages. Est-ce que vous êtes d'accord avec ces observateurs? Vous savez, j'ai utilisé un mot tout à l'heure et je vais encore le répéter. Il y a un foisonnement de lubrius. C'est-à-dire c'est des gens qui sont à la recherche du buzz. Des gens qui peuvent, pour le besoin infâme des, je dirais,
des basses besognes se permettre à faire le relais de ce genre de propos extrêmement dangereux pour la cohésion nationale. Parce que c'est que les gens ne comprennent pas en définitive. Nous sommes une nation entremêlée. Moi, je suis d'une province X. Madame, mon épouse, n'est pas de la même province que moi. Et ces situations, on le voit dans beaucoup de familles, dans beaucoup de foyers. Comment vous pouvez obliger? Et ce qui était encore infamant, cette femme-là, parlant des Kasaïens, elle disait, ces gens-là. Ces gens-là. Alors qu'ils sont congolais. Et M. Kamitatou soutient de tels propos. Ces gens-là. M. Kamitatou soutient ces genres de propos. Et elle a eu comme rescousse une députée qui parle de ces gens comme des immigrés. Quelle infamie, quelle incurie. Nous avons suivi aujourd'hui à travers les réseaux sociaux, en tout cas les tensions ne sont pas très bonnes entre le Kasaïen et les Louchois. Est-ce qu'aujourd'hui il est nécessaire ou que faut-il aujourd'hui pour les autorités de faire pour que qu'il n'y ait pas ce qui s'est passé, parce qu'il y a une histoire, hein, une très mauvaise histoire entre les Katangais et le Kasaïen. Comment aujourd'hui doivent se comporter les élus, se comporter les autorités pour éviter que cette histoire, cette mauvaise histoire puisse se répéter? Il faut un sursaut. Il faut un sursaut. Je me rappelle de monsieur... celui qui a eu de démêler avec Kabound, le député Jean-Jacques Mamba, quand il y a eu des colibés, des chansons malencontreuses, hostiles à la même province dont il est originaire, il a pris le courage de dénoncer cela sur Top Congo, je me souviens. Il faut que les gens de bon sens, il faut que les personnes qui n'ont pas encore tout vendu de leur dignité, qui n'ont pas encore tout monnayé de leur bon sens, s'élèvent et disent à haute voix que non, oh que non, oh que non. Parce que là, on va vers une dérive. Permettez-moi, madame, encore une comparaison qui m'a semblé être, je dirais, indigeste et incongru. Le tribalisme a beaucoup de versants, il a beaucoup de déclinaisons. Mais depuis l'avènement de Tshisekedi, le tribalisme prend un peu des dimensions inquiétantes, hein? Dimensions inquiétantes en RDC. Vous m'avez coupé dans mon élan, mais vous avez bien fait de poser cette question. Voilà. Ce n'est que de l'hypocrisie. Vous savez, quelle est la province qui a le plus aimé, qui a le plus adulé M. Mobutu? C'est la province de l'Équateur. Vous avez même aujourd'hui des gens de l'Équateur qui, bien que Mobutu étant mort avec tout ce qu'il a pu faire de mauvais, continue à vénérer Mobutu, continue à l'encenser. La province de l'Équateur aussi n'est pas construite. Mais vous avez des ressortissants équatoriens qui ont une admiration sans borne pour M. Mobutu. On ne les a jamais jetés les... Mais attendez, madame, c'est très important. On ne les a jamais jetés des pierres pour ça. Vous savez, dernièrement, comme M. Francis Kalombo a eu des mots malencontreux sur M. Kasavubu. Mais qui sont montés au créneau pour défendre M. Kasavubu, notre ex-président? Ce sont les Bas-Congo. Ce sont les Bas-Congo. C'est là où M. Kasavubu est le plus... Voilà. Mais quand Mouzé Kabila vient ici, on a commencé à bricoler même le Swahili. Moi qui ne savais même pas comment dire bonjour en Swahili. J'ai fait l'effort de savoir Minasema, Anapanaka, je ne sais pas moi quoi. L'armée a été swahilisée. On n'a pas vu des gens s'étouffer, on n'a pas lu des gens crier au scandale. C'est des choses, bien que l'on peut condamner, mais c'est des choses qui coulent de source. Pourquoi aujourd'hui faire un procès à un Kasaïen qui soutiendrait Félix parce qu'il est Kasaïen? Alors que ce même procès, on ne l'a pas fait aux gens de l'Équateur, on n'a pas fait aux gens du Katanga qui soutenaient Mouzé, je saute l'étape de Joseph Kabila, on n'a pas fait ça aux gens qui soutenaient M. Kasavubu. Pourquoi alors
qu'on a trouvé ça normal avec les Kassaïens. Alors, et pourquoi c'est pas normal aujourd'hui lorsque le Kassaïen montre leur soutien? Mais tout justement, il faut poser il faut poser cette question à ces gens. Mais Patrick Eyalé, avant de prendre un autre dossier, vous ne trouvez pas que cette députée nationale a raison lorsqu'elle interpelle les Kassaïens pour dire que construisez chez vous? C'est de l'imbécilité. Vous permettez que je sois cru. Donc c'est-à-dire, par exemple, moi qui suis de l'Équateur, c'est à moi d'aller construire un barrage pour qu'on ait du courant. C'est à moi d'aller construire les routes. C'est ça construire chez vous. Les Katanga, le Katanga a bénéficié, je le dis, a bénéficié de l'apport de ma province de l'Équateur avec les VA. C'est ça qui a construit le Katanga. Quand on parle de construction, on parle des infrastructures. Est-ce une preuve qu'elle ne connaît pas très bien les attributions qui reviennent à un élu? Parce que celui qui connaît, il connaît ce qu'il faut pour construire. Non, visiblement, je dis que j'ai fait le profil de cette femme. Elle est tout sauf idiote. Non, mais ça, vous pouvez quand même retirer. Elle représente toute une base. Hein? Non, tout justement. J'ai dit qu'elle était tout sauf idiote. Ok. C'est une subtilité. Voilà. Donc, ça veut dire qu'elle n'a pas une connaissance de ce qu'elle dit. Elle le dit à dessein. Et je pousse la pensée plus loin. Pensez-vous qu'il y a des gens derrière ces propos? Que vous êtes brillante. Vous m'avez arraché la suite de ce que je voulais dire. Et vous l'avez dit parfaitement. Parce que si il n'y avait pas des gens qui cautionnaient cela, on aurait eu un communiqué de la part de M. Kamitatou qui a pris parole au nom de leur parti pour dénoncer, ou peut-être pas pour dénoncer, mais pour appeler à l'apaisement, en lieu et place d'apporter un soutien sans faille et sans borne à une personne qui traite une partie des Congolais en les identifiant, en les appelant ces gens-là. Ces gens-là. J'ai cru entendre M. Zemmour. Si d'ailleurs, si des gens comme M. Zemmour, des gens comme M. Le Pen, qu'est-ce que j'ai dit, comme Mme Le Pen, on a du mal à accepter d'écouter leur discours, alors que nous sommes immigrés en France. Et vous pensez que c'est ce discours-là qu'on acceptera d'écouter dans notre propre pays? Dans notre propre pays? Que des gens, sous prétexte de ne pas cautionner une habitude culinaire, mes enfants, mais que dites-vous des gens qui mangent les serpents? Que dites-vous des gens qui mangent les rats? Que dites-vous des gens qui mangent les chats? Merci beaucoup Patrick Eyalé. Madame, Messieurs, prenons à présent le troisième dossier de votre magazine Info 7. La publication le 2 avril 2022 par la CENI dans le Kasaï central des listes provisoires de candidats gouverneurs et vice-gouverneurs n'est pas sans victime au rassemblement des démocrates tshisekidistes, plateforme politique au sein de l'Union sacrée de la nation. Réunie en séance extraordinaire au siège de Kassavubu, la Confédération des femmes du RDT déplore le rejet paradoxal, selon elle, par le bureau relais de la CENI Kasaï central, de la candidature de Mami Ngalula au motif des conflits d'intérêts, alors que le RDT est une formation politique à part entière. Ce qui s'apparente à en croire le femmes tshisekidistes à la marginalisation de la femme congolaise par la CENI. Après une analyse et un examen minutieux de ces dossiers, aux allures dramatiques et néfastes, il en ressort que la CENI a ostentatoirement discriminé et marginalisé la femme du RDT en particulier et la femme congolaise en général. Condamnons cette discrimination de la femme par la CENI. Rejetons avec force les motifs des conflits d'intérêts, avancés sans aucun fondement valable par la CENI. Car, sur le plan de droit, le RDT n'est pas l'UDPS, ou encore l'UDPS n'est pas le RDT. La Confédération des femmes du RDT exige la réparation de ce qu'elle qualifie d'erreur matérielle. Au cas contraire, les femmes tshisekidistes seront obligées de faire parler les rues. Toutes les femmes du RDT continuent, sans désemparer, ni hésiter un seul instant à soutenir la candidature de Mami Ngalula Kalala à la tête de la province du Kasaï central.
Par conséquent, les femmes du RDT exigent toute affaire cessante la réparation de la fameuse erreur matérielle, en intégrant le nom de Mami Ngalula sur la liste des candidats recevables. Le RDT demeure un allié inconditionnel du régime Tshisekedi, qui a réussi après 3 mois de sa création à faire élire non seulement le chef de l'État, mais aussi des députés, vice-gouverneurs et sénateurs. Monsieur le Président, en rapport avec les décisions de la CENI qui continuent à s'aimer la désolation et une profonde inquiétude dans nos rangs, ces courageuses femmes du RDT, poussées par l'élan tshisekidiste qui les caractérise, réitèrent toute leur profonde gratitude et leur inconditionnel attachement à son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État. Initiateur de notre regroupement politique, le RDT, et continue encore à croire à la bonne foi de la CENI représentée par votre personne. Tout un arsenal de standards internationaux, régionaux et sous-régionaux ratifiés par la RDC donne à la femme congolaise le plein droit à la participation socio-économique, politique. Nous pouvons citer la déclaration des chefs d'État et de gouvernement des pays de la SADC, relative en genre et au développement qui fixe à 30% la participation des femmes en politique et dans les structures de prise de décision. Aussi, le temps est venu pour nous de vous dire avec amertume que les motifs fallacieux des conflits d'intérêts inventés et utilisés par la CENI dans ces cas d'espèce n'est pas valable et ne tient pas. Dans ces cas contraires, si ces motifs étaient valables, il devrait tenir à plaider en faveur de la femme qui est Mami Ngalula Kalala. Il est noté, noir sur blanc, qu'aucun conflit d'intérêt n'existe entre Mami Ngalula Kalala, candidat RDT au poste de gouverneur de la province du Kasaï central, par la fériste et les compétences des hommes et son concurrent, candidat UDPS. Élection République démocratique du Congo en 2023. Les réformes électorales sont en cours. Pour la tenue de ces scrutins, un grand rendez-vous, les rendez-vous que plusieurs politiques attendent en 2023 selon les délais constitutionnels. Patrick Eyalé, malheureusement, la loi des pères et des mères n'est pas alignée. Votre réaction? Non, malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, ça dépend des personnes qui sont en train de nous suivre maintenant. C'est rigolo pour des personnes qui combattent cette loi de soutenir les propos de madame la sessionniste Munongo. Voyez-vous comment c'est contradictoire? Comment ça, une contradiction? Mais les propos de madame Munongo et le relais pestilentiel que cela a conduit, c'est un rejet, c'est de l'exclusion, c'est de la ségrégation même. Mais elle fait partie d'un parti, permettez la tautologie, où vous avez leur candidat qui dit être victime d'exclusion. Vous parlez de Moïse Katumbi? Ben bien sûr, mais certains gens ont dit non, c'est la vérité. Mais que font-ils de la vérité des personnes qui disent que M. Katumbi, n'étant congolais, ni de père ni de mère, ne peut pas postuler? Donc qu'on laisse cette vérité aussi triompher alors. Qu'on laisse cette vérité poursuivre son bon nombre de chemins. Cette vérité a été dite par la bouche de M. Mouyambo, qui nous apprend que la mère de M. Katumbi n'était pas congolais. Encore là, il y a encore une controverse, parce que tantôt sa mère serait du même coin que la fameuse princesse Yeke, tantôt il est, je ne sais pas dans le coin là. Donc, est-ce que vous êtes en train de dire que Ensemble pour la République veut quelque chose et son contraire? En tout cas, sur ce point-ci, ils ont été d'une contradiction en soutenant ces propos patentes. Donc, autrement dit, ils doivent soutenir aussi la loi des pères et des mères.
à défaut de soutenir, ils doivent laisser, comme ils ont quelque part vanté la notion de liberté d'expression. Mais pourquoi bâillonnent-ils la liberté d'expression de ceux qui, sans offense, disent tout haut que M. Katumbi n'est pas un Congolais de père et de mère. Et que pour ce faire, il ne peut pas envisager de briguer la magistrature suprême en RDC. En RDC. Cela soit dit et entendu aussi. Que dit M. Kamitatou de ceci? Que dit-il de ceci? Élection de gouverneurs dans certaines provinces de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, on signale quelques candidats du parti au pouvoir frustrés qui ont même saisi la justice. Et il y a des voix qui s'élèvent pour dire que voilà, ça c'est une preuve que si l'UDPS n'est pas en mesure de gérer ses propres problèmes, comment est-ce que le parti veut nous faire voir qu'il est en train de gérer la République démocratique du Congo? C'est un faux débat, c'est une comparaison qui ne tient pas la tête. La gestion des ambitions personnelles, si les gens sont frustrés, qu'est-ce que ça a à voir avec la gestion de l'État? Si des gens ne veulent pas suivre la discipline, si les gens ne veulent pas suivre ce qui a été les règles établies, en quoi ça concerne la gestion de l'État? Donc c'est un faux débat. C'est un faux débat qui ne mérite même pas qu'on pose une question, qu'on s'attarde sur ça. Patrick Eyalé, est-ce qu'il y aura des élections en 2023? Il faut qu'il y ait des élections en 2023. Mais il y a aujourd'hui des gens qui cherchent un dialogue, qui appellent à la télé un dialogue. Bon, je n'aimerais pas dire que c'est malvenu de peur d'être contredit par les faits demain. Mais je me pose la question sur l'opportunité et sur je dirais, les débouchés de ce dialogue-là. D'autant plus que chaque composante a des revendications distinctes. Pour des intérêts personnels. Des intérêts personnels. Vous avez la composante FCC qui tient mordicus à voir M. Kabila être candidat. C'est dans cette optique-là qu'ils ont besoin d'un dialogue. Vous avez la composante, je dirais, ensemble, qui, elle aussi, a ses revendications. Plus basée sur l'éligibilité de M. Katumbi. Ça veut dire que les prétentions des uns et des autres sont des prétentions égocentrées, qui ne sont tournées que sur les intérêts des individus. Mais aujourd'hui, on nous démontre avec preuve à l'appui par le Front commun pour le Congo que Joseph Kabila peut être candidat et que la Constitution lui donne encore cette occasion, l'opportunité d'être candidat lors de prochaines élections. Par quel mécanisme? J'aimerais pas essayer de faire du juridisme. Il y a des instances. Je vais utiliser la formule qu'aimait utiliser le FCC en son temps. La Cour constitutionnelle jugera. C'est une formule que le FCC aimait servir à l'opinion. Mais qu'à cela ne tienne, Vous savez, moi, en tant qu'observateur, en tant que consommateur de la vie politique, ça ne me gênerait pas de voir M. Kabila candidat. Vous savez pourquoi? Pourquoi? Non seulement ça ne me gênerait pas, mais dans ma folie, dans les rêves, je dirais, difficiles à réaliser, mais qui m'arrive d'avoir, je rêverais même qu'il y ait un second tour et qu'on remette à l'ordre du jour le débat entre candidats. Ce même débat qu'avait fui, le mot est à sa place, fui. Avait fui M. Kabila avec M. Jean-Pierre Bemba. Je rêverais d'un débat du second tour qui pourra opposer M. Kabila à M. Félix. M. Kabila viendra nous dire qu'est-ce qu'il a fait en 18 ans. Et Félix Tshisekedi va également étaler ses réalisations. Qu'est-ce qu'il a fait en 5 ans? Moi, j'ai besoin de... Et à la fin, la population va juger. Absolument. Absolument. Ou même un débat, si Kabila n'est pas au deuxième tour et que par
je dirais, par, je ne sais par quel trou de souris, M. Katumbi se retrouve au deuxième tour. Et Martin Fayulu dans la course? Et même Martin Fayulu, quoique j'ai la nette impression que M. Martin Fayulu, que j'aime bien, j'ai la nette impression qu'il a un peu fait passer sa chance. Madame, Messieurs, prenons à présent le dernier dossier de notre rendez-vous de la semaine. C'est dans une ambiance solennelle au State House du Kenya que la République démocratique du Congo a officiellement scellé son adhésion à la communauté d'Afrique de l'Est. En apposant sa signature dans le traité d'adhésion ce vendredi 8 avril 2022 au State House de Nairobi en présence du président Uhuru Kenyatta, président en exercice de cette organisation sous-régionale, du président ougandais Kaguta Museveni et du président rwandais Paul Kagame, le président Félix Antoine Tshisekedi fait de la République démocratique du Congo le 7e membre de la communauté d'Afrique de l'Est. Pour le président Uhuru Kenyatta, l'entrée de la RDC dans la communauté d'Afrique de l'Est marque un tournant capital dans l'histoire de l'intégration de la région. Cette adhésion marque également la réalisation des plans du président Félix Antoine Tshisekedi qui, lors de son discours d'investiture le 24 janvier 2019, avait évoqué un rapprochement avec l'Est. Cette adhésion contribue à la consolidation de l'exploitation des atouts économiques de nos pays respectifs et à l'accès de nos populations aux opportunités offertes par cette coopération élargie et renforcée. En procédant ce jour à la signature solennelle du traité régissant la communauté d'Afrique de l'Est, la République démocratique du Congo renouvelle son engagement exprimé à travers ma voix lors de mon allocution du 29 mars dernier, lequel consiste à œuvrer de toutes ses forces pour le développement de notre communauté, notamment par l'optimisation de l'exploitation des nombreux atouts économiques de nos pays respectifs et des opportunités de coopération insuffisamment exploitées qu'ils offrent pour le bien-être de nos populations. Devenu 7e pays membre de la communauté d'Afrique de l'Est, aux côtés du Burundi, du Rwanda, du Kenya, de l'Ouganda, du Sud-Soudan et de la Tanzanie, la République démocratique du Congo partage ses frontières avec 5 États membres de l'organisation et représente environ 6% des exportations des pays. Dans son discours, le président Félix Tshisekedi a fait part de sa satisfaction. En adhérant à la communauté, le peuple congolais ne veut pas seulement se contenter des bénéfices d'un commerce intracommunautaire, mais il aspire d'abord et surtout à entretenir des relations fondées sur la paix et la sécurité de tous. Dans cet ordre d'idées, le peuple congolais renouvelle son engagement légendaire en faveur d'une politique de bon voisinage, qui constitue un des axes majeurs de sa politique étrangère et régionale. Autant il attend des autres peuples le même engagement pour la paix et la sécurité de tous, sans lesquels il devient improbable de réaliser les buts et objectifs de la communauté. Parmi les retombées de cette adhésion figure la réduction des tarifs douaniers pour les marchandises réceptionnées dans le port de Mombasa au Kenya et de Dar es Salaam en Tanzanie. Notez que lors de son discours d'acceptation d'adhérer à cette organisation, le chef de l'État avait proposé la création d'une nouvelle institution au sein de la communauté d'Afrique de l'Est qui sera chargée de l'environnement, des ressources naturelles et des mines. Faire de la date du 6 avril journée chômée et payée sur l'étendue du territoire national en RDC, tel que souhaité par Félix Tshisekedi, la question préoccupe au plus haut point plusieurs organisations de la société civile du pays, notamment l'Union des nationalistes congolais dirigée par Eli Kazadi. L'Union des nationalistes congolais est une structure porteuse bien évidemment de l'initiative ou du projet d'intérêt national dénommé Simon Kimbangu Héros National. Nous nous sommes servis de notre histoire, n'est-ce pas,
Et l'histoire nous a renseigné que Simon Kimbangu n'était pas comme tout le monde. Il s'est battu pour que le peuple noir en général, et surtout aussi le peuple qui habitait le royaume au Congo, puisse retrouver une liberté ou la démocratie. D'abord, merci au chef de l'État d'avoir pris cette décision-là du haut de la chair. C'était quand même que nous avons saisi à plusieurs reprises le président de l'Assemblée nationale et celui du Sénat. Mais la loi prévoit que le ministère qui a en sa charge le travail et prévention sociale, n'est-ce pas, lors du Conseil de travail, puisse initier, n'est-ce pas, la question en proposant au chef de l'État de pouvoir élever X ou Y, n'est-ce pas, au rang de héros national. À cette question, les notables nés Congo prennent leur mal en patience. Parmi les optimistes, Deon Koussou, ancien gouverneur du Congo central. Et donc, nous disons aujourd'hui qu'il est temps pour le chef de l'État de pouvoir honorer, n'est-ce pas, sa promesse, ou la matérialiser, puisque ceci sera une fierté, pas seulement pour les Congolais, mais pour l'homme noir du monde entier. Le président de la République, c'est un homme qui suit les normes, les règles. Donc, au moment où nous parlons, si vous avez vu la ministre des Affaires sociales ici, si vous avez vu la ministre du Travail ici, c'est parce que, effectivement, elle est venue donc débattre de ces dossiers avec les chefs spirituels et ça sera fait incessamment en suivant les règles. À l'occasion de 101 ans de l'existence de l'église kimbanguiste, le chef de l'État Félix Tshisekedi a été représenté par son directeur de cabinet adjoint, André Wameso. Patrick Eyalé, comment tu as appris ou comment tu as accueilli cette nouvelle de l'adhésion de la République démocratique du Congo à la communauté de l'Afrique de l'Est? Le président de la République a signé. J'ai un sentiment partagé. Autant je suis sceptique, autant je me dis pourquoi pas. Mais beaucoup d'adhésions, finalement, on ne sent pas des retombées dans le social du peuple congolais. Bah, c'est aussi ça le lieu de mon scepticisme. Je me demande si ce n'est pas plus profitable aux pays dans lesquels nous adhérions et qui étaient précédemment avant notre adhésion, qui ont déjà des structures fortes, des infrastructures fortes, un marché fort. Non, ils n'ont pas un marché fort. Ils vont profiter de notre marché. Ils vont profiter de notre marché. Parce que n'oubliez pas, le Congo, c'est 100 millions de consommateurs. Qui dit 100 millions d'habitants, dit 100 millions de consommateurs. Nous sommes une force. Cette force, on aurait dû d'abord s'en servir nous-mêmes. Mais que produisons-nous? Que produisons-nous? Donc ça risque de profiter seulement aux autres pays. J'ai la nette impression que les pays voisins vont plus profiter que nous pourrons profiter. Mais j'aimerais pas être trop sceptique. Attendons voir. Je dirais attendons voir. Et puis une autre question, aussi en rapport avec le social des Congolais. Il y a eu une étude qui a été réalisée, un sondage du groupe d'études sur le Congo, GEC, qui a publié la baisse en ce qui concerne la popularité du côté de Félix Antoine Tshisekedi. Avec ce qui se passe maintenant, il y a, vous le savez, vous êtes à Kinshasa, l'électricité devient un casse-tête. Cela ne pourra pas impacter négativement sur les chances de Félix Tshisekedi pour les prochaines élections. Il faut préciser que l'Institut de sondage GEC est proche de M. Katumbi. Les gens ne vont pas penser que je fais de la fixation, c'est quelque chose, c'est un fait. Mais qu'à cela ne tienne, ça ne nous empêche pas d'essayer de dire 2-3 mots sur ce sondage-là. C'était un peu pour dire que chaque institut de sondage, en fonction de qui est derrière cet institut, pour orienter... À chaque institut de sondage? Absolument. Okay. Absolument. La guerre russo-ukrainienne a montré comment on peut manipuler et comment on arrive à manipuler l'information et l'opinion. Les sondages sont un instrument de manipulation de l'opinion. Mais qu'à cela ne tienne, moi je suis tout à fait d'accord que la baisse de popularité du président est un fait. C'est un fait. Au-delà des sondages qui peuvent manipuler, c'est un fait. Il ne faut pas à un moment que l'on dévoile les sujets. Il appartient au camp présidentiel d'en prendre conscience au-delà de toute polémique et de travailler sérieusement. Parce que, de toute façon,
il a toujours été plus difficile à un président sortant qui veut rempiler d'avoir un discours, je dirais, qui fasse relever, parce qu'il a un bilan. Et quand le bilan est quelque peu, je dirais pas quelque peu, quand le bilan est mitigé, ça rend encore la tâche plus difficile. Et qu'est-ce qui fait aujourd'hui que l'électricité devienne un casse-tête à Kinshasa? Et comme dans certains coins. Si j'avais la réponse... Tu as de l'électricité chez toi? Non, non, malheureusement. Non, malheureusement. Et d'ailleurs, je me demande et je me pose la question, que font encore le PCA et le DG de la SNEL à la tête de cette compagnie? Ils ont été nommés par l'ancien président, Joseph Kabila Kabange. Je me pose la question. Est-ce qu'ils peuvent rouler dans ce cas-là? Ils peuvent rouler pour Félix Tshisekedi? Je ne pousse pas le vice aussi loin pour dire que ils sont responsables politiques dans un gain politique de la situation amoureuse de la SNEL, mais je me dis simplement qu'il est temps que le président de la République change les mandataires. Une dernière question avant de nous séparer. Le 6 avril, l'église Kimbangi a célébré le 101e anniversaire de sa création. Où en est-on avec la promesse de Félix-Antoine Tshisekedi de faire de cette journée chômée et payée en RDC? Pas une promesse, c'était un souhait. C'était un souhait, mais aujourd'hui l'opinion parle d'une promesse. L'opinion est malheureusement, je dirais, conduite par la désinformation, la manipulation d'une certaine presse qui travaille pour des intérêts et pour un compte politique donné. Mais je me dis, et je dis toujours, il faut parfois faire la nuance entre le relais médiatique dont se servent les politiciens à travers certains journalistes et les faits. Les faits sont tels que ce n'était pas une promesse, c'était un souhait. Okay. On peut aussi dire aujourd'hui que Patrick est allé et roule aussi pour quelqu'un. Moi, je n'ai jamais fait mystère de mon positionnement et de mes opinions. Et je dis toujours, à la nuance, j'aime autant que faire se peut, faire preuve d'honnêteté dans ce que j'ai dit. J'ai des positions, j'ai des convictions, j'ai des opinions, mais je ne dirai jamais que c'est table noir, alors que c'est tout blanc. Donc, vos positions ne vont pas influencer ou impacter négativement sur vos opinions. Vous savez que le journaliste vote, hein? On a un droit de vote, autant que les pasteurs, autant que le cardinal. Voyez-vous, c'est-à-dire du moment où on a un droit de vote, on est... Moi, j'aime être cash. On est tout sauf neutre et impartial. Merci beaucoup. On doit être conduit par l'honnêteté. Comme vous soutenez Félix Tshisekedi. Patrick Eyalé, c'est complètement fini. Est-ce que vous avez un mot à dire et ce sera votre mot de la fin? Bon, je vous remercie. Je pense que les téléspectateurs auront pu se faire une idée de mes positions par rapport aux différents sujets, entre autres le sujet sur le carburant. Il n'y a pas de rupture de stock, mais contrairement à ce que vous avez dit tantôt, moi j'appelle la population à se préparer à une hausse inéluctable du prix du carburant. Madame, Messieurs, merci beaucoup d'avoir suivi ce rendez-vous de ce dimanche avec comme invité Patrick Eyalé, éditorialiste de Son État. Merci à vous d'avoir répondu à notre invitation avec espoir de vous retrouver prochainement. Et merci à vous également, Madame, Messieurs, de votre attention, fidélité à Congo Web Télévision, Info 7, le magazine de Congo Web, Info 7, votre magazine, Info 7, notre magazine. Merci de rester fidèle à la chaîne Haute Définition. Au revoir et à la prochaine.